vite. Parce que le côté... C'est un de mes fils directeurs dans le dictionnaire, c'est que Camus a toujours lutté contre le nihilisme. Le nihilisme, c'est-à-dire toutes les idéologies mortifères, et surtout pour lui, toutes ces idéologies qui sont indifférentes à l'homme et à la vie. D'où entre la mère et la justice, je choisis ma mère, etc. Parce que c'est contraire à toute exaltation de la vie. Et le communisme, il a très vite compris que c'était, on allait vers une idéologie mortifère, d'où la grande lutte avec les amis de Sartre et Sartre lui-même. Toi, tu quittes l'Algérie à 9 ans? Oui, 9 ans et demi. Oui. 9 ans et demi. Tu es allé à l'école là-bas? Non, j'ai fait ce que beaucoup d'enfants font, c'est l'école coranique le vendredi, on apprend comme ça. Donc tu arrives en France sans lecture et sans écriture en français? Non, sans je ne sais pas l'arabe, je parle dialectal, c'est-à-dire l'arabe de Berlin, mais cela dit, il est parlé à 80% de la population, et pas le français. Donc je ne comprenais pas le français, mais bon, quand on est un enfant, je sais pas, il y a un miracle qui se fait. Et puis dans les 2 années où j'étais en France, les 2 premières années, j'étais fasciné par la langue française. Donc, je voulais comprendre, je garde contact avec mes instits. Pourquoi on choisit de mettre un S pour le pluriel. Donc je les embêtais, mais alors, pour comprendre pourquoi le H muet, pourquoi on le met là, etc. Et puis, j'ai tout de suite aimé la poésie, parce qu'on n'avait pas besoin de la comprendre, en fait. Ah, oui. Donc, j'ai lu Nadja de Breton, mais j'ai rien compris. Mais cela dit, je défie quiconque d'avoir tout compris. Mais aussi Aragon, parce que c'est la musique des mots. Donc, dans le funambule, tu te sers de ton enfance Oui, parce que j'ai voulu faire ce dictionnaire amoureux, parce que je pensais, de manière présomptueuse, hein, que je comprenais Camus. C'est-à-dire que quand il a, par exemple, quand il a honte socialement, mais du fait du regard des autres, et que, par exemple, Jean Grenier va le voir chez lui, Camus est fâché parce que son professeur de philo, il a 17 ans, voit dans quelle situation il vit avec une mère qui parle pas d'ailleurs, qui est analphabète, qui comprend pas pourquoi il doit aller à l'école, par exemple. Moi, ma mère ne comprenait pas pourquoi en 3e je ne quittais pas l'école. Enfin, elle me dit, ça y est, t'es assez grand, t'as appris, maintenant tu peux travailler. Parce qu'il ne comprenait pas l'importance de l'instruction. Et il y a ça, il y a il y a ce mépris social dans la bagarre avec Sartre. C'est ce qui m'a vraiment chagriné, c'est pas la bataille intellectuelle. Ça, il adorait ça. Il était très fort. Il a dit à propos des amis de Sartre, j'en ai marre de ces intellectuels qui n'ont fait que mettre leur fauteuil dans le sens de l'histoire. Et bam. Et les autres, qu'est-ce qui lui ressortent? Ouais, mais c'est un ancien pauvre, là. On le voit comment il est habillé quand il arrive dans un café, on voit tout de suite d'où il vient. Voilà. Toi, tu as connu Camus comment? Par les livres, par l'étranger. Je me souviens du livre. Je me souviens du livre de poche auquel je l'avais lu. Il y avait une couverture, c'était le soleil un peu orangé. Et j'étais longtemps fasciné par cette couverture avant même d'être fasciné par le texte. Mais tu le lis après être parti d'Algérie? Non, je crois l'avoir lu avant, juste avant.
Et pour moi, c'était une Algérie, c'était pas tout à fait mon Algérie, parce que j'étais né dans une Algérie de l'intérieur, c'est-à-dire l'Algérie des plaines, des hauts plateaux, des montagnes. Et pour moi, c'était une autre Algérie que je ne connaissais pas. C'était comme un autre pays, l'Algérie des mains de mer, l'Algérie de la Méditerranée, l'Algérie des cabanons, l'Algérie de la friture, l'Algérie du foot, cette Algérie-là que je ne connaissais pas. On n'allait pas en Algérie, on voyait, c'était la guerre, c'était des événements, ce qu'on appelait à l'époque des événements, donc on ne se déplaçait pas. Et Alger m'apparaissait aussi loin que Paris à l'époque, au fond. Donc c'était une autre Algérie. Et donc Camus, c'était pour moi un déguisement total. C'est vrai. Oui. Je ne me sentais pas du même pays. Et pourquoi tu vivais là? Tes parents, qu'est-ce que faisaient tes parents? Mon père était employé dans une minoterie. Oui. C'est-à-dire, c'était les plaines de blé. Je suis né à Sétif, et puis après on est allé vivre à Batna. Donc il a toujours été employé dans les blés, d'où sont les difficultés bien sûr en revenant en France. Et ma mère était instructrice, pas institutrice. Alors bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'était encore c'était des femmes qui n'avaient pas le bac. Et elles avaient le BE à l'époque. Donc le brevet élémentaire. Donc il y a aujourd'hui une sorte de super BPC, brevet. Et tard dans son existence, je me rappelle très bien, elle a passé un examen. Je l'ai voyais partir pour un examen avec son petit sac, et elle a réussi son examen. Elle est devenue instructrice, mais elle enseignait uniquement aux élèves. Je n'utilise pas le terme arabe, justement. Dans mes livres, très souvent, puisqu'on en revient sur ce sujet, j'employais le terme musulman. Mais ce n'est pas le terme correct. Oui, parce qu'il n'en avait pas tous. Mais j'ai toujours, je n'ai jamais voulu utiliser le terme arabe, justement, par respect. Il me semblait que ce qu'il fallait avoir plus de respect et dire musulman. Le musulman est un terme religieux qui ne convenait pas tout à fait, donc j'ai fini par employer. J'ai jamais employé le terme arabe, en fait, je crois. Ouais, dans mes livres, par respect, par habitude et par éducation aussi. Parce que ma mère nous éduquait dans un respect total. Elle avait des élèves arabes uniquement, mais elle s'est dévouée autant que notre institutrice à l'époque. Je peux lui poser une question? Oui, c'est non, mais tu as vécu l'enfance là-bas. Notamment, tu as raconté dans un précédent récit la montagne, mais tu as vécu l'enfance durant un moment qu'on n'a pas osé appeler guerre à l'époque, qu'on a appelé les événements, je me souviens. Comment tu vivais ça, et surtout avec les autres enfants, et notamment les Arabes? Est-ce qu'il y avait des différences si nettes, tellement nettes, avec les autres enfants? Non. Non, je dirais non. C'est dingue, hein. On était quand même dans une petite ville d'Algérie. Dans une petite ville d'Algérie, tout était mêlé. Oui. Et puis mon père ne faisait pas partie de la bourgeoisie qui est noire. Parce que ce qu'on oublie aussi de dire, c'est qu'à l'intérieur même des Français d'Algérie, de la communauté qui est noire, il y avait des différences sociales très importantes. C'est ce qu'on oublie. Il y avait presque plus de communautés entre tous les gens démunis qu'à l'intérieur même des communautés. Ça, c'est très, très important de préciser cela. Et puis, non, on vivait dans cette petite ville d'Algérie en parfaite entente. Mon meilleur camarade, d'ailleurs, j'ai eu des nouvelles la semaine dernière de lui. J'avais perdu le comptage, il me demandait ce qui était devenu moi, Kérétine. Et on était bons élèves tous les deux. Il avait une émulation totale. Et d'ailleurs, le dernier jour, il m'a dit pourquoi vous partez. Il ne comprenait pas pourquoi on s'en allait. Non, et puis mes parents étaient des gens extrêmement tolérants. Ils comprenaient d'avance que l'Algérie devait forcément un jour devenir indépendante. C'était la loi de l'histoire, c'était la loi d'autres pays voisins comme la Tunisie et le Maroc. Simplement, ce qu'ils n'ont pas compris, ce que n'ont encore pas au fond compris, c'est le départ précipité. Ce sont les derniers mois de mars 62 à juillet 62 où les pieds noirs ont été obligés de partir très très vite avec rien du tout dans leur valise.
Au point de vue des communautés, j'ai souvenir d'une parfaite entente. Peut-être que dans les derniers mois, au fond, tout le monde était victime de la rumeur. Dans les derniers mois, il y avait, on disait que le 1er juillet 62 ou le 5 juillet 62, tout le monde allait être tué, donc il fallait partir à tout prix. Mais donc il y avait peut-être à ce moment-là beaucoup plus de tension, beaucoup plus de peur aussi. Et puis aussi beaucoup plus de manifestations de joie qui éclataient partout, ce qui était une joie tout à fait légitime d'un peuple qui accédait à l'indépendance et qui terminait sa guerre de libération. Mais au point de vue de l'enfance, moi je n'ai pas souvenir d'aucune détestation, vraiment. C'est mon sentiment, mais je ne crois pas refaire. Vous savez, des fois, parfois, on refait l'histoire, on réinvente ses propres sentiments, mais non, je ne crois pas. Justement, dans les années manquantes, l'histoire du livre, c'est l'histoire d'un adolescent qui vient de quitter l'Algérie et qui est confié à sa grand-mère. Oui. Voilà. Et ce qu'il y a dans le titre est absolument magnifique, les années manquantes. Ouais. Prenez-le pour chacun d'entre vous. Et voyez dans votre vie où se situent vos années manquantes. Et c'est-à-dire celles qui vous brisent l'intérieur encore. Quand un chagrin vous prend, l'origine, ce sont ces années manquantes. Faites, réfléchissez. Ça peut se passer dans l'enfance la plupart du temps, mais ça peut se passer à un moment dans la vie. Pour une grave maladie, par exemple. Qu'est-ce que cette maladie vous a enlevé? Pour vous faire plonger dans une autre vie. Et ces années manquantes. Donc, le titre est sublime. Il met les larmes aux yeux dès qu'on le lit. Et donc, ce sont les années manquantes de cet adolescent. Il vaut mieux que ce soit toi qui en parle comment? C'est un peu compliqué, c'est pas de parler, bien sûr, parce que c'est vrai que c'est resté encore elles sont restées assez manquantes, ces années-là, même si j'ai écrit sur elles. La famille est un peu compliquée aussi, il faut dire, mais c'est, enfin, en allant le plus vite possible. Mes parents disaient que les études ne pouvaient pas être poursuivies normalement en Algérie en 1961, qu'on allait vers le désastre et vers le départ. Donc ils m'ont laissé en France, chez une grand-mère, à Tuire, dans un petit village de Catalogne, puisque ma mère était originaire de la terre catalane, et ils sont repartis en Algérie. Et ils sont restés en Algérie. Mon père est resté en Algérie. Mon père est resté jusqu'en 1965, c'est-à-dire qu'il était employé de minoterie, mais la grande propriétaire des moulins bleus, qui perdait ses minoteries les unes après les autres, en a gardé une, qui était à Bourgoin-Riche. Elle a demandé à mon père, simple employé, de devenir le directeur de cette minoterie. Donc voilà mon père, seul, dans cette ville, diriger cette minoterie, avec ma mère qui restait instructrice, et nous laissant en France. Donc, dans ces années-là, les pieds noirs n'étaient pas encore tous rentrés. Et donc, j'ai dû affronter, au fond seul, avec cette grand-mère que je ne connaissais à peine, face à la France, face au sud de la France, et face à la perception que les Français du sud de la France avaient des Français d'Algérie, donc une perception mauvaise. Et je serrais les dents, parce que je me disais, il faut que je travaille, il faut que je réussisse, il faut que je passe dans la classe supérieure, sinon, qu'est-ce que je vais devenir? Donc, c'était des années de cohabitation. Je prenais l'autobus Rossignol, le car Rossignol tous les matins pour aller au lycée. J'avais peu d'amis, mais quand même, quelques-uns qui me soutenaient, et je me disais, mais quel va être l'avenir? Quel va être l'avenir? Les parents, est-ce qu'ils vont revenir un jour? Et
Et puis j'étais quand même inquiet parce que je ne savais pas ce qu'ils allaient devenir dans ce pays qui n'était plus le leur. Moi j'étais un pays qui n'était pas encore le mien, et eux étaient dans un pays qui n'était plus le leur. Donc j'ai dit comment la jonction va se faire. La jonction, c'est mal faite. Puisque quand ils sont revenus, mes parents étaient encore plus désorientés qu'ils étaient rentrés en 1962 avec tout le mouvement, le grand mouvement général. Quand il y a un grand mouvement général, ce grand mouvement général vous emporte les individualités, tandis qu'eux, ils se sont retrouvés seuls. Mon père n'avait pas de travail, donc a sombré dans une dépression complète. Il n'arrivait pas à trouver de plaine de blé. Il n'y avait pas des blés en terre catalane. Il y avait des vignes, des abricotiers, des cerisiers, des pêchers, mais pas de blé. Donc il n'avait plus de travail et ma mère n'avait plus le statut d'instructrice, n'avait pas d'instructrice en France. Donc c'était des années et mes parents ont fini par divorcer dans des scènes pas possibles. Moi je ne voulais pas aller à l'école le matin parce que tellement il y avait eu de cris dans l'appartement dans la nuit. Et je me disais, il faut que je parte. Il faut que je parte un jour, parce qu'il faut que... Et je suis parti. Je suis parti à l'âge de 17 ans à Paris, qui, comme dit la chanson d'Enrico Macias, m'a pris dans ses bras. J'ai toujours cette sensation que Paris m'a accueilli, m'a serré contre elle, la ville m'a serré contre elle, et j'y suis resté toujours. Ça a été des années difficiles parce que un enfant comprend tout quand même. Un enfant est précoce, un enfant n'a pas la théorie, n'a pas le sens politique des choses, mais déjà en Algérie, un enfant comprenait qu'il faudrait un jour partir, que c'était la loi du monde, la loi des pays, la loi politique. Ça fait de toi une déracinée? Oui, mais alors, déraciné au départ, toute une partie de ma vie, j'ai vu un malheur. Là, j'y vois une chance. Franchement, j'y vois une chance. Parce que déraciné, ça m'a donné un décalage. C'est pas toujours facile, mais ça m'a donné une manière de voir le monde un peu particulière. Et ce qui me permet de mieux comprendre aujourd'hui tous les gens qui sont déracinés dans le monde. Et Dieu sait si nous sommes à l'époque des déracinés, il n'y a jamais eu autant de déplacés dans le monde. Je crois qu'il y a 16 millions, 18 millions de déplacés. Donc c'est un des problèmes majeurs de l'époque. Donc ça me rend plus compréhensif de tous les déracinés. Mais il y a aussi notre chance. C'est la chance de Mohamed, c'est la chance de Paul aussi, c'est l'Afrique. Et c'est d'avoir vécu en Afrique, d'avoir écrit sur l'Afrique qui donne à Paul cette puissance immense de son imaginaire. Sa puissance immense et aussi l'intensité du regard. L'intensité, la lucidité totale du regard. Et presque, elle me permettra de le dire, cette sauvagerie. Il y a une sauvagerie en soi qui ne sera jamais domptée. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Enfin, je me permets de dire sauvage, je pourrais dire sauvage au bon sens du terme, mais je dirais plutôt que sauvage instinctif. Voilà, il y a quelque chose d'instinctif. Comme en Algérie, d'habiter l'Algérie, de vivre en Algérie, à mon avis, ou en Afrique, donne quelque chose de beaucoup plus près du monde, beaucoup plus intense, beaucoup plus à fleur de peau, beaucoup plus à fleur de soleil, à fleur de jour, à fleur de lumière. Tout est beaucoup plus fort. Et cette force reste en soi. Parce que tout est moins codifié. Voilà, exactement. Tout est moins codifié, donc on n'est pas séparés par les codes. Voilà, c'est pour ça que je me permettais d'employer le terme de sauvage. de sauvage, parce qu'effectivement, il n'y a pas de politesse. Voilà. Au sens propre, au sens proustien. Il n'y a pas, au fond, Proust n'est pas possible. Camus, oui, mais pas Proust.
Et l'écriture est arrivée quand, pour tous les deux d'ailleurs? L'écriture est arrivée